En vocabulaire commun, se connecter, se brancher, ça veut dire commencer une relation, que ce soit avec des gens ou que ce soit avec un partenaire ou que ce soit avec une entreprise. Et on sent très bien que derrière ça, il y a à la fois une opportunité, de nouveaux espaces de liberté qui s'ouvrent, mais en même temps, se connecter, se brancher, c'est peut-être le début d'un enfermement, d'une prison, etc. Et c'est un peu dans cette distance entre la connexion m'amène-t-elle à des libertés ou m'amène-t-elle à des enfermements que je vais raconter une petite histoire très rapidement. Donc, on va se balayer là-dessus. Il y a des cas où, bien sûr, la connexion, là, c'était bien avant les Google Glass, ça décoiffe vraiment, c'est juste pour vous rappeler que... Alors, on est dans ce monde connecté, on y est tous, hein, c'est-à-dire qu'on va commencer par la connectivité des objets, je vais traiter les objets, les hommes et puis les entreprises. La connectivité des objets, bon, on est tous cernés, hein, vous avez, par jour, vous avez au moins 100, 200, 500 interactions avec des objets connectés, en le sachant ou sans le savoir, hein, quand vous mettez votre truc dans le Navigo, ou que vous appuyez sur votre smartphone, etc. On est connecté sans le savoir tout le temps. Alors évidemment, dans les pays en voie de développement ou les pays pauvres, c'est pas tout à fait le même ratio, mais disons que on est branché tout le temps. Alors, faut-il être branché pour être branché, si je peux me permettre l'expression? C'est une réflexion que j'ouvre à cette heure-ci, parce que le nombre d'objets auxquels on est connecté est énorme. Alors, c'est très à la mode ces temps-ci, ça c'est la fameuse courbe Gartner que tous connaissent. Hein. Cette année, c'était l'Internet des objets est au sommet de désespérance, c'était la courbe. Hein. Comme vous savez, c'est temporaire. Hein. Après, Big Data, par exemple, qui était au sommet il y a 1 an ou 2 ans, est redescendu dans la courbe de désillusion légère. Ça ne veut pas dire que c'est mort, hein. Ça veut dire simplement qu'il faut le mettre en place quand même. Hein. C'est pas si simple. Mais aujourd'hui, on a une espèce de hype sur l'Internet des objets, et je ne vais pas y passer... enfin, c'était le sujet de la journée, alors je ne vais pas y passer 3 heures. Hein. Donc, mais c'est pas récent, hein. J'ai acheté en 2007 The Economist. J'aime bien cette couverture de The Economist. Hein. On voit le frigidaire qui dit tiens, il manque de yaourt, ou comme Nespresso qui vient d'être signé, réapprovisionnement en capsule. Le chien qui dit j'ai faim, parce qu'on lui a mis une capsule dans l'estomac qui vous signale qu'il commence à avoir faim. Il y a votre avertisseur de tension qui vous dit attendez, il faudrait faire quelque chose, la tension est en train de monter là. Il y a la clé qui dit tiens, tu m'as perdu, je sais pas où je suis, etc. Attendez, c'est pas un monde de science-fiction, il y a pas mal de choses qui sont émergentes là-dedans, et c'est pas récent comme concept, simplement l'implémentation, elle commence à être vraiment cruciale ces temps-ci. Alors ça pose quelques problèmes, parce que l'abondance des signaux que ça génère, bien évidemment, j'ai oublié de mettre le contomètre, attendez, une seconde, je mets mon minuteur en marche. J'ai gagné 2 minutes. Je ferai 2 minutes de moins. Non, l'abondance de ces données qui viennent de partout, etc., il y a une espèce de surabondance, d'abondance. Et on sent très bien qu'en direct, je ne peux pas absorber tout ça. Donc il me faut des couches, et l'exposé juste précédent le disait, il me faut des couches de logiciels, d'intelligence, voire d'intelligence artificielle, pour être capable de prendre toutes ces données et me la transformer en quelque chose qui soit dans mon espace-temps et accessible et compréhensible. Donc du même coup, ça donne un certain pouvoir aux logiciels, etc. On va voir que ces logiciels, c'est pas neutre du tout, qu'il y a des acteurs, ces acteurs imposent des habitudes, imposent des protocoles, etc. et que ça modifie notre vie quotidienne d'une façon très forte. Mais enfin, voilà l'environnement dans lequel on est. Alors, c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Bon, comme vous connaissez la loi de Moore en informatique, mais les données explosent. Hein. Je ne vais pas vous raconter les belles histoires. Aujourd'hui, on compte en yottabytes. Hein. Il y a 2,5 trillions de données générées chaque jour dans le monde. Hein. Donc, de toute façon, vous n'allez pas toutes les lire. Hein. Donc, ça explose de partout. Chacun va avoir 1000 objets connectés. Ça, c'est pas du tout 1000 objets connectés de près ou de loin dans sa vie quotidienne. Donc, si vous donnez le nombre de personnes dans le monde multiplié par 1000 objets connectés, ça vous donne le nombre de choses qui parlent d'une certaine façon. Alors ce monde-là est assez explosif. Le yottabyte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est 10 milliards de trillions de terabytes. Et 1 terabyte, c'est le maximum de ce que vous pouvez mettre à côté de votre PC aujourd'hui. Hein. Donc, de toute façon, bon. Et ça explose et ça se multiplie à peu près par 2 tous les 18 mois, comme la loi de Moore, parce que tous ces trucs, il faut les traiter. Il y a une certaine relation entre les traitements de machines. Bon, tout ça explose, big data, explosion des données, etc. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Cette abondance, qu'est-ce qu'on va en faire, hein? En 2015, Cornu citait des études qui disaient 200 milliards d'objets connectés. Il y a des études qui disent 1000 milliards d'objets connectés l'année prochaine. Bon, abondance,
Ça sert à quoi tout ça? Enfin, il y a des choses qui servent, même dans les objets connectés. Vous pouvez aujourd'hui, vous avez des systèmes de recherche qui vous disent où est l'imprimante 3D la plus proche de mon domicile. Okay, et il y a des objets connectés qui sont des imprimantes 3D qui disent je suis là, vous pouvez vous servir de moi, etc. Donc tout ça a des usages, mais évidemment, c'est pas si simple. Là, je séparais deux mots. Hein. Il y a explosion du numérique dans le domaine des données, dans le domaine du calcul, de la transformation, dans le domaine de la communication. Bon, c'était pas récent, hein. Ça n'a rien à voir avec les objets connectés. Ça, c'est le monde numérique qui explose. Et ça explose dans plusieurs directions, hein, puisque le big data explose il y a énormément de données, et puis je peux prendre mon temps pour les regarder, ces données. Hein. Si je cherche quelque chose, je cherche des bruits faibles, j'étudie ma concurrence, j'ai un peu de temps, je regarde. Bon, ça, c'est des données stables. Et puis, il y a des données évanescentes, il y a des choses qui se passent tout de suite. S'il y a brusquement, si j'ai mon fibrillateur qui commence à... Enfin, il y a des choses où il faut que je réagisse très vite. Donc, il y a de la donnée évanescente sur laquelle il faut que je réagisse vite, de la donnée stable, et puis tout ça explose dans différentes dimensions, et il y a eu des applications très différentes. Ça, c'est le monde du numérique. Et puis, moi, je fais une différence entre numérique et digital. Le monde digital, c'est un tout petit peu différent. Je regarde où j'en suis. Le monde digital, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que le monde digital, les Américains ne font pas de différence. Hein. Digital et numérique, c'est pareil. Hein. C'est deux mots synonymes total. Mais en France, je trouve qu'il y a une certaine différence. Hein. Numérique, c'est très froid. C'est les 0 et les 1. Bon, très bien, ça explose. C'est très intéressant. C'est devenu l'explosion numérique. Tout le monde utilise numérique. Digital, on y met le doigt. Hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà une interface humaine. C'est-à-dire qu'au fond, c'est les trois dimensions, stockage, calcul et communication, mais en plus, il y a l'interface homme-machine, d'une certaine façon. Et là, on est dans le monde qui est digital, avec toutes les relations que ça permet, d'individu à individu, d'individu à device divers et variés, à machine, et d'individu à données. Donc, cette petite différence digitale est intéressante à regarder sous certains aspects. Alors, caché derrière ça, dans la soute du numérique, il y a nécessité de standards. C'est-à-dire que quelque part, ces objets, il faut qu'ils se comprennent. Par exemple, Internet est en train de changer globalement, puisque désormais les adresses IP, c'est-à-dire ce qui vous permet de savoir que monsieur existe, etc., son numéro, va changer. C'était à 4 paquets de digits. Maintenant, c'est à 6 paquets. Ça s'appelle l'IPv6. Okay, tout le monde a une adresse à 6, beaucoup plus compliquée que l'adresse ancienne qu'il avait, sans le savoir, hein, parce que vous ne savez même pas votre adresse IP en général. Mais enfin... Et vous êtes obligé de ça parce qu'il n'y a pas assez d'adresses pour adresser tous les objets du monde. Donc ça, c'est un des changements de standardisation qui sont impliqués par les objets. Et puis au niveau de la cuisine, comment on fait parler les RFID entre eux, comment ils parlent avec la machine d'après, etc. Là, il y a des tas de logiciels, de standards qui se développent, et c'est pas neutre du tout. Il y a quelques acteurs bien placés qui essayent de... Parce que définir un standard, c'est modéliser les habitudes des utilisateurs. Parce que quelque part, vos interfaces, ça sera la conséquence directe des standards qui sont devenus des standards de fait. Alors, il y a une concurrence, puis à un moment, il y a un standard qui devient un standard de fait. Alors, si je prends les standards de fait, ça structure toutes nos habitudes. Hein. Si vous faites ça pour agrandir votre image, c'est un nouveau standard qui a émergé, et au fond, c'est parce que c'est devenu un standard de fait qu'on a pris cette habitude. Donc, ça change fondamentalement nos vies. Et si on ne regarde pas un peu ce qui se passe au niveau de tous ces standards, eh bien, il y a des prises de pouvoir qui se font sur nos vies, hein, par les gens qui définissent les standards et qui ne sont pas neutres du tout. Donc ça mérite. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir agir contre Google, contre je ne sais pas qui définit les standards, etc. On n'a pas tellement de pouvoir. Mais enfin, être conscient du fait que nos habitudes sont issues directement de standardisation, c'est quand même un point de vue qui mérite d'être regardé et qui est une conséquence directe des objets connectés. Alors parlons un peu des hommes, parce que bon, c'est bien gentil les objets avec tous ces problèmes-là, mais il y a aussi l'humain. Là, évidemment, on est dans un monde explosif avec connexion de tout le monde à tout le monde. Ça pose des problèmes. Hein. C'est l'irruption des médias d'une certaine façon. Ça n'a pas attendu les objets connectés. Hein. Déjà, un des gourous bien connus que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelait McLuhan, disait que le médium, c'est le message. Hein. C'est-à-dire que quand je demande à ma petite fille « Qu'est-ce que tu as fait hier? À quoi tu as joué ?» Elle dit « J'ai fait de l'iPad. » À quoi tu as joué? J'ai fait de l'iPad. Donc c'est le média qui est devenu le message. Hein. C'est pas le jeu qui l'intéresse, c'est le fait qu'elle ait fait de l'iPad. J'ai fait du Facebook, j'ai regardé la télé. Qu'est-ce que vous avez regardé? Je ne sais plus, mais j'ai regardé la télé. Bon. Donc c'est le média qui est devenu le message. Et ça n'a rien à voir avec les objets connectés. C'est quand même une des une des composantes du monde, okay, le fait que le média risque de devenir le message. Et ça,
une vigilance, disons, que l'on peut garder dès qu'on s'intéresse à ces sujets-là, du point de vue de l'homme, des relations de machine. La convivialité. Juste à côté, au Palais des Congrès, j'ai assisté il y a des années à une conférence d'un type qui est mort depuis, hein, qui s'appelle Ivan Illich, qui a écrit quelques bouquins et qui était le spécialiste de la convivialité. Et on était au Palais des Congrès, dans la grande salle, et la première chose qu'il a fait, c'est de débrancher son micro, en disant, la convivialité, je veux pas d'interface entre moi et vous. Du même coup, on n'a rien entendu à ce qu'il a raconté, bien sûr. Hein. Mais, non mais, attendez, je raconte l'histoire de façon un peu subversive, mais ça a quand même du sens. Hein. C'est-à-dire, entre nous et le monde, on est toujours, et c'est Henri Paul qui disait la phrase, on est toujours au moins à 3. Enfin bon, vous allez me dire, il y a des fois où on est peut-être à 2, mais disons que mais il y a des chances qu'il y ait toujours un nuage entre nous, si je puis dire, hein, si je peux me permettre le jeu de mots. C'est-à-dire que je suis en Skype, j'ai quand même l'interface entre moi et la personne à qui je parle. Je suis au téléphone, c'est moi, la personne et le téléphone. Disons que la probabilité d'être en relation directe, et ça pose des tas de problèmes, parce que disons que le média qui vient s'interposer entre moi et la relation pose des tas de sujets, au sujet justement de ce qu'on pourrait appeler la convivialité, qui est une réflexion à ouvrir autour de ce monde de la connexion. Alors, sans compter qu'un autre impact sur la temporalité, c'est ce qu'on appelle l'augmenter, le transhumanisme, etc. Vous allez sur le site de Google, vous regardez ce qu'il raconte. Google dit, nous, on veut faire vivre les gens 300 ans, et grâce à tout, on a racheté toutes les sociétés de robotique du monde, parce qu'on sait que demain vous aurez des prothèses, et que c'est notre marché de demain pour vous mettre les prothèses qui vont vous permettre de revivre, même si vos membres sont complètement HS, etc. Non, mais attendez, c'est pas de la science-fiction, c'est quand même Google qui est une société qui a une existence, si je peux me permettre l'existence. Et donc, du même coup, derrière, décodage d'ADN, votre ADN, vous le passez directement, vous avez un petit décodeur chez vous, connecté, bien sûr. Cet ADN vous permet de vous faire de la prescription sur mesure pour vous éviter le cancer et prédétecter que vous avez déjà le chromosome machin qui va faire que, etc., bien avant qu'il y ait le moindre symptôme. Attendez, on n'est pas dans la science-fiction, il y a des gens qui sont en train de faire ça et travailler là-dessus. Et tout ça, c'est quand même lié à la connexion, d'une certaine façon, et c'est les possibilités de connexion qui ouvrent ce genre de champ. Donc là encore, attendez, moi je suis un geek, hein, je suis très connecté, c'est pas un discours anti-connexion que je vous raconte, mais c'est quand même des points d'interrogation qui méritent d'être ouverts quand on est une personne à part entière. Alors c'est là où je voudrais mettre une emphase un poil plus particulière d'une seconde, c'est autour des limites cognitives. C'est-à-dire qu'on a un cerveau limité. Hein. Quoi que vous fassiez, hein, vous ne pourrez pas absorber plus d'informations par seconde. J'ai 900 secondes pour vous parler, vous n'absorberez pas plus que 900 informations. On est très loin du yottabyte, hein. On est très loin de ça. Parce que les sciences cognitives nous apprennent qu'on est très limité. Il y a eu des tas d'études de fait là-dessus. Alors du même coup, on a énormément d'informations, et il va me falloir des interfaces. Hein. Je ne peux pas en absorber plus d'une par seconde. Comment est-ce que je vais faire la démultiplication entre ce milliard d'objets et mes décisions? En plus, j'ai une espèce de dictature du temps réel qui vient me marteler qu'il faut être en temps réel. Il y a même des sociétés, genre Atos, qui disent plus de mails, hein, je veux que les gens ils se parlent directement, parce que les mails c'est des files d'attente, ça reste en train de dormir, etc. Il faut que les gens ils soient en relation assez directe. Alors là, il y a une espèce de terrorisme. Hein, pour les petits jeunes, hein, si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas au bout du chat, vous n'existez pas. Hein. C'est-à-dire que on n'a plus le droit au temps différé, on n'a plus le droit au temps de la réflexion, ok. Et là, ça pose une interrogation hein, sur du fait de nos limitations cognitives, comment est-ce qu'on peut se garder le temps de réfléchir? Comment on peut se garder le temps de ne pas être temps réel par rapport à ce monde intrusif? Comment on peut gérer ces files d'attente, se mettre sur messagerie au lieu d'être en accès direct, okay. Comment on peut avoir le droit, sans culpabiliser trop, de procrastiner, c'est-à-dire de laisser tomber les trucs, etc. Et il y a une telle... ce sont des bonnes questions. Voilà. En plus, on a de plus en plus de gens avec qui on est connecté. Hein. Vous savez qu'avec Internet, on est à moins de 6 distances de n'importe qui dans le monde. Donc tout le monde peut être connecté avec tout le monde. Vous avez au moins de 500 amis sur Facebook, sur LinkedIn, sur je sais pas quoi. Mais les sciences cognitives, là encore, nous disent que notre maximum de capacité de communication avec des gens, c'est 150 personnes. On ne peut pas entretenir un réseau à plus de 150 personnes à un instant donné. Donc ça veut dire que c'est le nombre de Dunbar, bon, il y a des études qui sont connues là-dessus. Donc du même coup, ça crée une culpabilité en disant « je suis connecté avec des tas de gens, mais au fond ça sert à rien ». Donc connecté, quelque part, je
suis connecté, mais ça ne me sert pas. Voilà. Dernier point, connectivité des processus. Alors, quand on est un peu systémicien, parce qu'on ne peut pas être processus sans être systémicien, et qu'on écoute des gourous, je suis en train de suivre un MOOC là, de l'ESSEC sur la systémique qui dure 6 semaines, où c'est Morin qui parle à plein temps, et Morin, un de ses discours, c'est relier, il faut relier, et c'est intelligent, hein, systémique, un organisme est plus intelligent quand il est capable de s'alerter de ce qui se passe ailleurs, et donc plus on crée de liaisons, et bien plus on a la possibilité d'être intelligent. Simplement, dans cette hyper-liaison, c'est un peu contradictoire avec les limites cognitives que j'ai tracées. Si on regarde l'entreprise, tout est interconnecté. Nos processus, puisqu'on est au club des processus, hein, nos processus, on peut les regarder comme des machins indépendants qu'on étudie, qu'on cartographie, qu'on informatise, qu'on sait rien. En réalité, tout est un système, tout est interconnecté. Les frontières sont poreuses, tout sur tout. Ça, c'est une espèce d'interrelation simplement des processus. Et au niveau des processus, les questions à se poser sur ces problèmes de connexion, bien évidemment, l'Internet des objets et tout ce genre de choses va révolutionner des façons de faire de certains processus et on va être obligé d'en tenir compte. Il va falloir se poser la question de qu'est-ce qui relève de la mise au carré dans tout ça, et puis qu'est-ce qu'il faut laisser en espèce de liberté, d'agilité, parce que le monde va changer. Ça sert à quoi de durcir, d'informatiser, de tout connecter, si demain tout change? Donc là, il y a un point d'équilibre à trouver entre ce qui doit être durci et ce qui doit être laissé en degré de liberté. Voilà un peu des problèmes pour les pilotes de processus d'une certaine façon. Et, dernier point, en interentreprise, puisque c'est un des sujets, l'interentreprise, ne croyez pas que le jeu soit neutre. Hein. Dès qu'on se connecte interentreprise, il y a toujours des gros et des petits, il y a des jeux de pouvoir, et les standards qui sont émis lorsqu'on dit tiens on va faire de l'ECR entre la grande distribution et puis les fournisseurs de la grande distribution, tiens on va faire du SAP qui communique entre la boîte A et la boîte B, etc. Tout ça, ça se parlait très facilement. Eh bien les gros ont quand même des façons de faire des pressions sur les petits en disant si vous n'avez pas SAP, moi je ne vous prends pas comme fournisseur, si vous êtes passif, etc. Et que fait la PME quand il y a un type qui dit soyez SAP et l'autre qui lui dit soyez Oracle? Je ne peux pas avoir les deux sur mon système, qu'est-ce que je fais? Je perds mes marchés, etc. Donc, il faut voir que les connexions interentreprises posent derrière des problématiques de bataille de pouvoir extraordinaires. Je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention connectée.